Donc bienvenue à cette table ronde intitulée Autre temps, autre lieu, une chronique, rétrofuturisme. Nous y accueillons l'ICAM, Bouddha dans l'ordre, Gauthier Guillemin, Silé Necdar et Betty Piccioli. Alors je vais présenter d'abord brièvement les différents auteurs. Donc l'ICAM a publié des romans et des nouvelles dans plusieurs maisons d'édition, Organisme, La Volte. Elle est notamment, elle a obtenu le prix moral en 2016, je crois. Et c'est deux, voilà, tu me détromperas, c'est pour l'instant, mais ces deux dernières publications, il y a Cyberland, qui est un recueil de 2017, et Résolution, qui est une novella, donc c'est entre le roman et la nouvelle, paru en 2019. Ouais, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ensuite, Gauthier Guillemin. Alors oui, voilà, à part être écrivain, Cam est aussi coach en créativité. Il faudra parler dans le micro. Oui. Mais si tu veux ajouter quelque chose. Coach en créativité et j'ai longtemps travaillé dans la biologie. D'accord, oui, c'est intéressant. Ensuite, dans l'ordre Gauthier Guillemin, donc qui a voilà, passé pas mal de temps à l'étranger, au Niger, surtout 10 ans en Guyane, et qui donc a récemment publié chez Albin Michel deux livres, Rivage et la suite, la fin des étiages en 2019 et en 2020. Ensuite, Silène Edgar, voilà. Donc elle est l'autrice d'une dizaine de livres qui ont obtenu une dizaine de prix et elle vient de sortir en 2021, donc cette année, un livre chez Brajlon qui s'appelle Fortunes Cookies. Je ne sais pas si c'est l'un de ceux qui sont présentés ici. Et par ailleurs, ça attise ma curiosité, elle a récemment terminé une formation d'écriture de scénario à la Fémis. Ouais, en fait, ça a fait un petit moment maintenant. Et, ah, c'est pas récent. Ouais. Et en fait, ça m'a rien donné, parce que je me sens pas du tout à l'aise dans l'écriture du scénario et ça m'a persuadée de continuer à faire des romans. Et enfin, donc, Betty Piccioli, qui je crois, se présente elle-même comme une membre de la génération Harry Potter, qui a découvert le genre avec voilà, cette grande saga bien connue, et qui, à côté donc, d'études en sciences politiques, ou plutôt après des études en sciences politiques, a publié un certain nombre de livres, dont le dernier est Chromatopia, qui est là, paru en 2020, et je pense que si vous ne l'avez pas lu, vous sentez rien qu'au titre qu'on va être pile poil dans le sujet. Voilà, donc pour les auteurs et les autrices. Et donc, alors, je fais ça à chaque fois pour chacune des tables rondes. Donc moi, j'ai préparé évidemment un certain nombre de questions, hein, mais vous êtes 4 en plus. Hein, n'hésitez pas à rebondir les uns par rapport aux interventions des autres. Hein, je vous laisse parler autant que vous voulez. Si jamais ça devient vraiment trop hors sujet, j'essaye un petit peu de recentrer. Hein, mais là, le sujet est déjà assez vaste comme ça. Et donc, pour commencer, je vais vous poser une question un petit peu que je pose aussi un peu à chaque fois. Quand vous entendez ce titre, Autre temps, autre lieu, utopie, uchronie, rétrofuturisme, à quoi vous pensez comme vous paraît paradigmatique de ça, ou qu'est-ce que vous conseilleriez peut-être à lire à notre public qui n'a sans doute pas tout lu dans ces domaines. Et il va falloir se partager. Vas-y, Moi, dans l'Utopia, je vais parler de Thomas More,
va venir à l'idée. Après, dans l'Uchronie, ça va être le maître du haut château de Philippe Cabit, même si à l'époque, l'Uchronie n'existait pas en tant que genre. Et dans son cas, on est entre l'Uchronie et l'univers parallèle, on ne sait pas vraiment. Et puis après, rétrofuturiste, par contre, là, j'ai pas de référence, c'est un genre que je ne me souviens pas avoir lu dans les textes lus, mais je n'ai pas identifié. Pareil, rétrofuturisme, j'ai pas. Ah voilà, on a invité le table ronde, on dit oh, il va falloir être intelligent. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une forme de picturale ou d'architecture, ou des choses comme ça. Mais en littérature, j'ai rien trouvé qui soit rétrofuturiste. Donc pour répondre à mon tour, utopie ou utopie, là, moi du coup, je viens de lire Résolution. Je le conseille, hein, voilà. C'est comme ça c'est fabuleux. Bon. Donc, non, mais si, parce que je faisais ma petite liste et puis je me suis dit, bah non, voilà, Fahrenheit 451, parce que ça a été un choc, même si c'est pas une découverte, si c'est pas. Voilà, ça pose beaucoup de questions. Ça m'a posé beaucoup de questions. Alors, juste peut-être sur la révolution, tu peux donner un petit élément de. Qu'est-ce qui t'a plu? Alors, ce qui m'a plu, c'est le fait de regarder une société nouvelle se constituer autour d'éléments qui sont vraiment inattendus. Enfin, il y a l'intelligence artificielle qui est là, qui n'est pas un élément a priori inattendu, mais qui finalement le devient dans sa manière d'interagir avec les gens qui l'entourent. Et puis le personnage principal, qui est un personnage extrêmement étonnant. Et enfin, je ne vais pas en divulguer plus, mais on est vraiment autour de deux personnages finalement, et c'est une novella qui se dévore et qui finalement aussi est porteuse d'espoir quand même, et c'est pas souvent. Oui, d'ailleurs j'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais que quand Lucam a parlé de Thomas More, elle n'a pas dit utopie. Elle a dit utopie. L'histoire qui se déroule à voilà. Utopie. Enfin, il y a une ambiguïté sur le terme utopie, parce que c'est censé être ailleurs, mais enfin, étymologiquement, mais finalement dans les usages, utopie a pris le sens de utopie, préfixe e en grec qui veut dire bien. Ouais. Donc ça. On comprend, enfin, du coup, je pense, ce que dit Gauthier, je pense que tu as un intérêt peut-être un peu particulier pour essayer de bâtir des utopies, à la différence des dystopies qui sont dont on entend plus souvent parler, surtout en ce moment. Alors, j'en dis pas plus car nous n'avons pas fini notre tour. À toi, Sylvain. Moi j'ai une formation de lettres plutôt classique à la base, et mes contacts ça a été vraiment si Arnaud de Bergerac ou Swift ou More en effet, et puis beaucoup parce que mon pseudo vient de là, Silène dans Rabelais avec l'abbé Thélème, et du coup c'est quelque chose qui m'a intéressée en plus parce que comme c'est drôle, ça se prend pas trop au sérieux, et en même temps il y a vraiment des propositions, j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Et là dernièrement j'ai lu Ecotopia. Alors bon, il y a plein de gens qui l'ont lu avant que dernièrement, mais moi ça m'a vraiment frappé parce qu'il y a cette idée en effet d'autres lieux. L'idée, si vous ne l'avez pas lu, c'est qu'une partie des États-Unis a fait sécession, et donc ils sont complètement séparés du reste des États-Unis. Il y a un journaliste qui pour la première fois a le droit de rentrer dans Ecotopia et d'aller enquêter et présenter la société. Et donc il y a à la fois une intrigue fictionnelle de ce type-là qu'on va suivre, et en même temps toute une présentation de la manière dont ils vivent plus écologiquement et socialement de manière plus égalitaire. Donc, voilà, ça c'est vraiment un titre qui m'a semblé très intéressant. J'ai eu très longtemps pour réfléchir et j'ai pas vraiment trouvé quoi dire de plus intelligent ou d'au moins aussi intelligent que les autres. Non, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps sur des ateliers où je devais parler d'utopie avec des jeunes en service civique. Et en fait, on se rend vite compte que l'utopie, c'est un genre qui a
quasiment disparu en fait. Et on recherche, quand on parle d'utopie, c'est plutôt des œuvres un peu plus anciennes qui ont déjà été citées. Donc moi j'ai tendance à, comme je lis pas mal de young adultes, à lire des dystopies, hein, tout simplement. J'ai été très marquée par Hunger Games dans ma façon à moi d'écrire et de voir aussi la dystopie. Et voilà, il y en a pas mal d'autres. Et pareil, le rétrofuturisme, tout ça, c'est être un peu plus nébuleux. Moi, je vais lire du steampunk, ce genre de choses, mais est-ce que voilà, les genres sont poreux entre eux, mais voilà, c'est peut-être plus difficile à définir au final. D'accord, merci. Alors, puisque à l'initiative de Gauthier, on a commencé à parler de vos œuvres, je propose d'enchaîner dans cette veine, hein, puisque vous n'avez pas été invité à cette alliance tout à fait par hasard. Et donc, est-ce que vous pourriez, alors on ne va peut-être pas faire systématiquement peut-être dans ce sens-là, mais est-ce que vous... Alors on a déjà parlé un petit peu du livre de Lucas, mais ça tu peux en reparler bien sûr. Voilà, qu'est-ce qui dans vos œuvres relève de ces différents genres? Commençons par ça, et puis disons aussi peut-être pourquoi vous avez eu envie d'utiliser ce sous-genre de la science-fiction. Est-ce que c'était volontaire, conscient? Voilà. Qui est partant pour se lancer? On peut aussi. On va faire toujours dans le même ordre. En ce qui me concerne, en fait, c'est une commande de la Volt, parce que c'est la collection qui s'appelle Utopia. Donc, c'est des recherches de textes positifs, de science-fiction, une anticipation qui vise à construire des mondes en opposition. Alors, en opposition, c'est pas le bon mot. C'est en réponse à la dystopie, en fait, qui est un genre qui prend énormément d'envergure dans la jeunesse et puis même dans la littérature adulte. Donc avec cette commande, j'avais cette idée. Je suis partie d'une idée en fait sur une intelligence artificielle qui soit empathique et humaniste. Et je l'ai construit en rapport avec la dystopie. Donc j'ai pris une dystopie qui est des warbots en fait, des intelligences artificielles qui sont sur les réseaux sociaux. Et qui déversent des fake news par millions sur les comptes dans les réseaux sociaux et qui déclenchent une espèce de guerre civile mondiale en fait. Ça c'est la dystopie. Je suis partie de là et j'ai imaginé à partir de dystopie une communauté d'Adelphi, de gens qui vivent en harmonie sur une île, qui essayent de trouver des solutions à cette guerre, des solutions à la fois technologiques, d'intelligence artificielle, mais aussi des solutions sociétales. Ils ont une autre façon de vivre qui vivent selon des règles qui sont complètement différentes de celles de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Une belle idée, c'est pas grave. Je pense qu'on va finir par casser l'ordre. C'est vrai, cassons l'ordre des choses. De la même façon, je pars très brièvement d'une dystopie. Donc on va laisser de côté une ville futuriste où on ne peut plus vivre, trop de fumée, trop de pollution, hein, ça peut nous parler. Et donc le héros voyageur va essayer son retour à la Terre dans des forêts qui ont envahi la planète. Et donc l'idée c'est de voir un petit peu comment qu'est-ce qu'on peut trouver dans des forêts qui sont censément impénétrables et est-ce que autre chose peut en jaillir et puis d'essayer moi de mon côté, ça c'est mon côté un peu comment dire, baigné d'imaginaire, voilà, retrouver de la magie, retrouver des légendes, retrouver autre chose qui fait l'humain. Parce que ce qui fait l'humain finalement, c'est ce qui nous a construit, j'ai l'impression, c'est beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes. On va poser la Bible ici, mais il y a tout le reste. Et donc il a retrouvé ça. Il a retrouvé le goût de s'inscrire dans une destinée, dans une légende, dans une épopée, jusqu'à
pas à la fin du livre, hein, après tout va bien, si je me disais. On va pas... Mais l'idée c'était ça, c'était essayer de retrouver une forme d'harmonie, de bonheur, ce qui n'est pas toujours aisé. Ouais, donc vous êtes en fait, enfin en tout cas sur ces deux œuvres, oui, vous êtes plutôt du côté de l'utopie que vous avez essayé voilà, d'aller plutôt du côté de l'utopie que de la dystopie. Le bonheur c'est chouette. Voilà. Alors après moi j'aurais une question par rapport à ça, mais je laisse deux autres s'exprimer. Alors moi les deux livres qui sont là, c'est un peu particulier et par rapport à ce qui vient d'être dit et le fait que moi j'ai beaucoup aimé ces œuvres-là, j'ai envie d'écrire maintenant des choses comme ça, positives. Mais il s'avère que Moana, c'est mon premier roman, je l'ai écrit en 2006-2007. Et à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de climato-sceptiques. Et donc, c'est une dystopie avec à la base une idée de dérèglement climatique. J'ai imaginé que, contrairement à l'idée de réchauffement, en fait, la Terre était plongée dans le froid. Et comme à ce moment-là, j'étais en Polynésie, j'imaginais une marquise sous la neige. Voilà, avec une réorganisation. Bon, j'ai tué vraiment l'immense majorité de l'humanité, donc il ne reste plus grand monde. Et du coup, l'idée, c'est qu'il faut se reproduire tôt, donc on se marie tôt. Les petits vieux, bah, ils ne servent plus à rien, donc c'est pas Soleil Vert, mais on les envoie dans les maisons du souvenir. Et donc, dans ce texte-là, Moana, la petite, qui ne veut pas se marier, a une arrière-grand-mère qui pourrait être vous, et qui a vécu notre temps jusqu'à l'effondrement. Et au moment de l'effondrement, elle avait promis à son compagnon que s'il se perdait, il se retrouverait en Corse à la saison des filles. C'est 50 ans qu'elle a ce rendez-vous, et donc Moana et Mémine vont prendre la mer pour essayer de se retrouver pépé. Donc, du coup, c'est l'occasion d'un voyage avec toute une réflexion sur la place de la mémoire, qu'est-ce qu'on garde, des livres, des films. Et du coup, comme c'est un texte qui est voulu pour la jeunesse, ce n'est pas que sombre, mais bon, le cadre est quand même pas super fun. Et de la même façon, Fortune Cookie, c'est un texte que j'ai écrit en 2013, donc avant les attentats, avant tout ce qu'on a vécu, un moment où on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait de nouveau un couvre-feu. Et là, on l'a réédité cette année. Du coup, c'est un peu bizarre. Peut-être ça, le rétrofuturisme, en fait, c'est si vous lisez, de vous dire qu'est-ce qu'on pouvait imaginer en 2013 d'un avenir un peu sombre. Voilà, un moment, plus d'électricité, plus de médias. Et la seule chose à faire, c'est d'essayer de rentrer dans la résistance, sauf que on n'est pas très doué, quoi. On ne sait pas comment résister. Donc Bianca, elle va essayer de se débrouiller avec ça. Et c'est de la résistance à la petite semaine, quoi. Elle fait ce qu'elle peut. Mais en même temps, ça répond un peu à cette hypothèse qu'on peut avoir des fois quand on est un peu sourd, qu'on fait le monde et qu'on se dit ah là, mais moi, si j'avais pu, je me serais battue. Mais en rajoutant la question de oui, mais elle a une famille, elle a un mari, elle a une fille, qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme-là, dans ce monde-là. Donc voilà un petit peu les deux. Et j'y suis venue parce que, toujours dans cette idée d'interroger si la fiction permet de développer un scénario et de l'éprouver. Parce qu'on peut être beaucoup dans l'idée, mais en faisant vivre les personnages dans ce monde-là, on se heurte à plein de choses. Qui nous poussent à sortir de l'idéalisme, ou au contraire qui nous montrent que oui, pourquoi pas, c'est possible. On peut l'imaginer concrètement, y compris des choses positives. Donc moi, c'est ça qui me pousse, qui me motive dans cette écriture, et trouver nos idées. Moi, du coup, Chromatopia, je l'ai écrit un peu en réaction à tout ce que j'ai pu lire en langue adulte, où c'est vrai qu'il y a énormément de dystopies. Et je trouve toujours souvent assez caricatural avec des choses qu'on revoit un peu toujours, c'est-à-dire par exemple l'ado qui devient l'élément principal d'une révolution, enfin voilà, des choses qui n'étaient pas forcément, qui sont pour moi pas forcément crédibles. Et j'avais envie d'écrire une dystopie ou plutôt une contre-utopie. Parce que j'ai l'impression que quand on parle de dystopie, c'est très connoté futuriste, du coup, très SF, alors que moi, du coup, ça se passe dans une ville médiévale. Et je voulais vraiment avoir quelque chose, donc c'est cette ville, Chromatopia, qui est suspendue à une falaise,
qui est vraiment construit sur cette falaise avec tout en bas, avec des castes vraiment très définis, avec tout en bas coincé entre une mer déchaînée et donc un rempart, des gens extrêmement pauvres qui n'ont pas le droit de travailler, qui sont vraiment la ligne de la société. Et puis plus on remonte, plus on va gagner en noblesse, et avec cette histoire de couleurs, donc tout en bas le bleu vraiment qui se confond dans la mer, et jusqu'en haut un palais pourpre. Et en fait, les personnes de chaque caste doivent porter les couleurs, alors avec aussi des nuances entre dans chaque caste. Plus on s'élève dans sa caste et plus on va porter une couleur vive, enfin voilà, ce genre de choses. Et en fait, cette histoire suit 3 destins, donc de 3 adolescents qui ont 16 ans, et ils sont tous les 3 très différents. Le premier, c'est Aeko, qui est un jeune teinturier qui lui est dans la nuance jaune, qui est une nuance d'artisans, de commerçants, donc de gens qui travaillent mais qui arrivent à gagner leur vie. Et lui, il est plutôt aisé, il ne se pose pas du tout de questions sur ce qui se passe autour de lui. Ses parents sont des teinturiers royaux, donc ils doivent tout le temps faire des vêtements pourpres, notamment pour le futur mariage de la princesse. Et en fait, Aeko a un accident un soir, et il perd la vision des couleurs, il devient acromate, c'est-à-dire qu'il voit tout en noir et blanc. Et à partir de là, son destin va vraiment basculer, il ne va plus vraiment exercer son métier. Et en fait, il va se retrouver, malgré lui, pris dans la révolution qui est tenue par l'Alliance noire, mais il n'a pas vraiment choisi ce destin-là. Donc voilà, j'ai voulu montrer des personnages qui sont utilisés par ces révolutionnaires ou par l'État en place, et du coup avec une révolution, mais qui n'est pas forcément quelque chose de tout le temps positif, et aussi des personnages qui ont pu aussi se retrouver et être bien positionnés dans la société et pas forcément être des révolutionnaires dès le début. Voilà. Puis surtout, ce qui était important pour moi, c'était de ne pas avoir les tares et les problèmes de notre société. Pour moi, on peut parler de discrimination sans voir les mêmes discriminations qu'on a chez nous. Donc il n'y a pas de racisme, par exemple, il n'y a pas de sexisme, mais il n'empêche que les discriminations sont tout aussi fortes. Sauf qu'elles sont exprimées autrement, de manière très arbitraire, sur la couleur des vêtements et l'endroit où on est né, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a porté dans la rédaction de Chromatopia. Alors merci. Alors, je vais continuer un peu là sur cette veine, en fait sur l'utopie, mais ce serait bien qu'on parle aussi, parce que ça, le thème... Oui, ah pardon, je t'en prie. Juste rebondir sur ce que Silène a mis en avant tout à l'heure. C'est vrai qu'écrire, se dire je vais écrire une utopie, une dystopie, une utopie, enfin quelque chose qui est différent, qui se passe ailleurs, où je vais construire, c'est exactement ce que tu as dit, c'est la discussion de bar. Moi j'aurais fait ça, sauf que là, on en a parlé dans la table ronde d'hier, on est dans l'expérience de pensée, c'est-à-dire qu'on se dit je pousse le truc jusqu'au bout. Et donc par l'écriture, je vais vraiment essayer de voir si c'est possible en mettant en place le plus de détails possible, le plus de freins, etc. Donc qu'est-ce qu'il pourrait se passer en effet pour un jeune un adulte qui, et si un révolutionnaire là me contactait et me disait à la place où tu es, tu pourrais faire ça, qu'est-ce que je fais? C'est une question qu'on se pose assez régulièrement finalement sur d'autres choses. Et est-ce que j'aurai le courage d'eux ou pas, ou est-ce que je reste à ma place? Et j'ai l'impression que l'écriture, elle permet ça, parce que on est vraiment en train de travailler la chose et on essaie de rien laisser de côté. Donc il y a tout un pan là qui donne corps à une réflexion qui pourrait être plus rapide finalement et sur laquelle les gens s'apesantir. Alors, je t'en prie. Oui, très concrètement, je pense que ça va vous parler quand on est dans l'écriture et qu'on va construire un monde comme ça. Il faut qu'on fasse le tour
comme m'avait appris Nadia Koch, ma maître Jedi, pense même les brins d'herbe. Et en fait, si on veut imaginer l'utopie, il faut se demander ce qu'ils mangent, comment ils s'habillent, comment ils vivent, comment ils s'organisent au quotidien. On voit bien dans Résolution, il y a aussi des aspects très quotidiens qui sont abordés et qui, bon alors, dans la narration permettent en plus de vivre l'histoire d'autant mieux que ça semble réaliste. Mais aussi, des fois, ça tient à rien. Sans dévoiler le texte, voilà, la biopile qui tombe en panne, ça met en péril toute l'idée. Alors que c'est juste une panne, bah oui, mais en même temps, s'ils n'ont plus leur énergie, ça pose vraiment question. Et de la même façon que toi, ce détail, finalement, il ne voit plus les couleurs. Mais quand tout est organisé là-dessus, et encore ce voyageur, c'est une personne qui bouge. Ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est que dans la littérature, on va pouvoir faire bouger un petit truc. Et en même temps, nous, dans tout le travail autour, on va être obligé de tout envisager et de tout imaginer autour pour que ça vous semble réaliste. Et du coup, ça nous oblige aussi à pousser vraiment la réflexion beaucoup plus loin. Alors, si personne ne peut réagir tout de suite. Donc, en fait, la question que je voulais poser était un petit peu dans le même ordre d'idée. Hein, et ce que je voulais dire, là, on est finalement, disons, sur un chapitre utopie, etc. Peut-être qu'on se gardera quand même un petit peu de temps pour parler de chronie et rétrofuturisme, si quelqu'un arrive à expliquer ce que mais donc, alors, pour vraiment simplifier, disons qu'il y a le camp là-bas des utopistes et le camp des dystopistes ou anti-utopistes. Alors c'est vrai que vous voyez, il y a tout un vocabulaire que moi-même, alors que je suis universitaire, c'est vrai que j'ai oublié de me présenter, je le fais à chaque fois. Je suis philosophe, mais en fait j'ai fait ma thèse, la version brève. J'ai fait une thèse de philosophie avec des œuvres de science-fiction. Donc en fait, je philosophe avec la science-fiction. Voilà, donc ça explique que je sois là. Et donc, je connais notamment un petit peu les théories diverses et variées de l'utopie. Enfin, autour de l'utopie, c'est vrai qu'il y a tout un vocabulaire, utopie, contre-utopie, dystopie, etc. Et je ne le maîtrise pas forcément. Enfin, j'ai participé à des colloques avec des gens, disons, spécialistes de ces sujets, sur l'utopie, je ne suis pas. Et c'est vrai que des distinctions étaient faites. Alors toi, tu avais l'air d'avoir une compréhension. Alors je ne sais pas si c'était une compréhension canonique ou la tienne. Je triche un peu. C'est parce que c'est vraiment que j'ai l'impression, et je ne sais pas si vous avez cette impression aussi, que le terme dystopie, on est vraiment sur l'idée de quelque chose qui se passe, qui est technologique, qui se passe potentiellement dans un futur proche, qui est vraiment de l'ordre de la science-fiction. Et comme moi, j'étais plus dans un univers qui n'était pas non plus de la fantaisie parce qu'il n'y a pas de magie, etc., mais qui était médiéval, j'ai du mal à parler de dystopie. Et assez naturellement, je suis allée plutôt vers le terme de contre-utopie. Mais je sais qu'on a aussi une potentielle distinction qui est que dans la dystopie, les personnages savent qu'ils sont dans un mauvais système politique, dans une mauvaise société qui ne leur veut pas du bien, alors que dans la contre-utopie ou l'anti-utopie, ils pensent être dans une utopie justement, et quelque chose va changer et voilà, il va y avoir un conflit, quelque chose qui va faire qu'ils se disent mais attends, mais en fait, pas sûr que le système politique et la société dans laquelle je vis soit vraiment bonne pour moi. Ce qui est le cas dans Chromatopée, puisqu'au début, Aiko pense être voilà, tout va bien pour lui, il a du succès, etc. Et c'est quand il perd la vision des couleurs qu'il se rend compte qu'il va devoir changer de carrière et donc être rétrogradé. Enfin voilà, il y a des choses qui font que c'est se dit mais en fait tout n'est pas bon dans cette société, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont pauvres que je n'avais pas vu jusqu'ici. Enfin, voilà. Moi je vois ça comme ça, après je me trompe peut-être dans la définition, je sais pas. Donc là, tu proposes une distinction que tu penses avoir entendue et puis tu as ta propre distinction. Alors j'ai déjà entendu cette distinction contre-utopie, dystopie sur la base de est-ce qu'on est conscient ou pas où on se trouve.
Et après, c'est plus que je ne vais pas utiliser le terme dystopie, que je vais très rattaché à la SF quand moi je répète la SF à ce moment-là. D'accord, non, mais c'est très intéressant. Mickaël, je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, donc il y a la dystopie, c'est l'univers en fait dans lesquels les gens ne se sentent pas bien, l'État ne se sent pas bien. Il y a l'utopie, des univers dont on essaye d'aller vers le meilleur de l'homme, vers le meilleur de ce qui peut se passer entre nous, de comment on peut vivre ensemble. Il y a la contre-utopie, où là les gens pensent effectivement, comme tu disais, être dans une société idéale et en fait, l'un des exemples, c'est Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Et il y a l'hétérotopie, qui est en fait entre les deux exemples qui me viennent en tête, c'est Samuel Delany, Triton, et l'exemple d'Ursula Le Guin, Dépossédée. Dans Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, il y a deux sociétés, une société très inégalitaire, où les femmes absolument sont traitées comme des objets, et qui est une société ultralibérale, et de l'autre côté une société très égalitaire, et avec un contrôle social très important. Et c'est une hétérotopie dans le sens où le personnage principal essaye il vient de la société égalitaire, il essaye de s'intégrer dans notre société, et dans sa tête, en fait, il se passe quelque chose où il prend le meilleur des deux sociétés. Et Ursula Le Guin parlait d'hétérotopie concernant son roman. Merci beaucoup de cette précision terminologique. Et alors, du coup, donc, vous deux, vous seriez plutôt du côté de l'utopie et vous deux, non, tu te reconnais pas dans cette... Pour Morana, du coup, c'est très bien, j'aime beaucoup ton explication, parce qu'on commence dans la dystopie, et puis finalement on passe dans l'hétérotopie, et à la fin, le tome 3, c'est une utopie. Quoi. Ça me va bien. Mais, non, et puis vraiment, enfin, c'est pas une question de quand, c'est une question de quand ça a été écrit. En 2006, voilà, ça fait un petit bout de temps maintenant, ça fait 15 ans, et on n'écrivait pas de la même manière, on ne peut plus écrire, je crois, de la même façon aujourd'hui. Enfin, ça a quand même été beaucoup bouleversé en 15 ans. Donc, c'est pas autant une question de quand. Oui, non, le mot quand est inexact, mais tu vas voir, c'est la question que je voulais poser. C'est. Non, vas-y. C'est à vous qui avez la parole. On a décidé de te mettre un while, là tu vas voir. Alors, il y a deux choses. C'est le fait de scinder comme ça la littérature. Merci d'avoir clarifié. Et en effet, il y a le temps qui passe. Et 15 ans. C'est beaucoup plus dur que moi, en fait. C'est l'art de masse. Et par exemple, il y a des choses qui arrivent, qu'on doit redéfinir. On parle maintenant aussi de open, alors, je n'ai pas compris, mais solar punk. Hein, je pense que ça va un peu dans tout ça aussi, j'imagine. J'ai pas eu le temps de creuser. Mais oui, les termes, ils passent leur temps à évoluer, et forcément, je sais pas moi, dans 20 ans, je sais pas comment on taxera tous ces livres qui sont là, mais peut-être complètement passé. Alors, il y a quelques œuvres de science-fiction, enfin, il ne s'agissait pas d'être exhaustif, mais que vous n'avez pas nommé dans ce qui pourrait constituer, enfin, qui sont considérées souvent comme des utopies, enfin, un effort vers l'utopie dans les grandes œuvres de la science-fiction. Il y a une des plus célèbres, c'est tout le travail de Ian Banks autour de la culture. Il y a plusieurs livres, et l'idée centrale, c'est que globalement c'est une société pacifiée. Il y a des intelligences artificielles, mais elles sont bienveillantes. Alors vas-y. J'en parlais justement sur la table ronde précédente. Je trouve que c'est une série qui est hyper intéressante, qui est une des sources d'inspiration de révolution. Ce qui est très intéressant dans la culture de Ian Banks, c'est que c'est des gens en fait qui sont gérés par des intelligences artificielles, mais personne ne les voit. Tout est géré, les gens ne travaillent plus, ne font plus rien, et leur seule quête en fait, c'est la quête d'eux-mêmes, la quête de la liberté. Ils ont une société très religieux, ils apprennent ils apprennent, ils voyagent, ils n'ont plus du tout à travailler, tout est géré par des intelligences artificielles. Et la culture essaye de
essayer d'intégrer de nouvelles planètes et des fois ça se passe mal et les agents de la culture ne comprennent pas pourquoi. Alors qu'ils proposent une utopie absolue, les gens pourraient ne pas vouloir de la culture. Et en fait, toute la question derrière, qui est très intéressante dans Yann, c'est la question de la liberté. Est-ce que les planètes qui sont intégrées à la culture, les gens sont libres, alors que toute leur vie est gérée par des intelligences artificielles? Ou est-ce que c'est des personnes, les planètes qui ne veulent pas intégrer la culture et qui se rebellent, qui sont vraiment libres? Donc il y a plein de questions philosophiques hyper intéressantes. Je vous conseille vraiment ce cycle, la culture. Et d'un point de vue narratif, il y a une question en fait intéressante quand on veut présenter des sociétés idéales, c'est comment on va encore pouvoir raconter une histoire. Et donc la solution de Yann Ben, c'est ce que vient de décrire Micam, c'est d'imaginer des marges en fait, des marges qui ne sont pas dans cette utopie et du coup avec lesquelles il va pouvoir y avoir de la friction. Je discutais là récemment avec une collègue qui fait du coaching en scénario et elle me disait la base de la base, c'est les conflits. Le cœur quand on verra. Quand je relis un scénario, s'il y a des moments un peu mous, c'est parce qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de potentiel de conflit. Donc on est dans cette situation paradoxale quand on écrit de la fiction, de la science-fiction et plus largement de la fiction. C'est si on a envie de raconter des histoires heureuses, on est coincé avec le fait que comment on va pouvoir raconter une histoire heureuse sans qu'il y ait de conflit. Alors ça, c'est une question aussi que s'est posée un autre auteur, peut-être un peu moins connu, mais que je vous conseille vivement, qui s'appelle Brian Stableford. Alors, il n'est pas traduit ou peu traduit. Il a écrit tout un cycle du futur qui s'appelle la série d'Immortalité, Immortality Series, et qui pour moi est la série la plus réaliste sur ce qui va se passer, voilà, sur ce qui pourrait se passer dans, je sais pas, les 100, 200, 300 prochaines années en matière de développement technologique. Et je l'ai invité 2-3 fois en France. Et il a notamment écrit un article où il explique que lui, c'était le défi qu'il s'était donné à lui-même. Il voulait raconter une histoire du futur, mais qui ne soit pas négative. Et il disait, mais c'est plus dur en fait. C'est plus dur de raconter une histoire où globalement tout se passe bien, où la société est plutôt bien construite, les gens sont correctement traités. Voilà, et donc c'est plus compliqué. Ça peut expliquer aussi pourquoi. Voilà. Pourquoi il y a peu d'utopie. Ouais, mais alors du coup, je vous pose la question à vous. Comment, alors, et notamment plus précisément à celles d'entre vous qui ont plutôt essayé d'aller vers l'utopie. Voilà, mais je t'en prie, puisque tu... Non, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Moi, je sais que justement, quand j'avais été missionnée par c'était la ministre de l'enseignement et de la voie des histoires pour faire des ateliers avec les services civiques, avec les jeunes en service civique, la question derrière, c'était on a tellement l'habitude de voir ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, d'être très pessimiste sur le futur, etc. Et à juste titre. Et d'écrire sur le sujet. Le but, c'était de leur faire écrire une utopie. Et franchement, je me suis cassé la tête autour de ça, de dire comment je vais les amener à ça. Et ma solution avait été de leur présenter un jeu qui est fait par une agence d'urbanisme où on voit toutes les sociétés justement utopiques et enfin, des sociétés, on va dire, futuristes hyper bien construites, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, et de leur dire, bah, vous voyez, tous ces gens-là partent d'un postulat de départ qui est mauvais, avec par exemple l'écologie et des soucis qui font que la Terre n'est plus vivable, ou ce genre de choses, et arrivent à créer une société là-dessus. Donc on peut toujours faire ça, prendre ce qui ne va pas au départ et en faire quelque chose de beau, ou en tout cas se servir de la technologie et de la culture par exemple pour améliorer la situation des gens. Donc, et puis j'ai l'impression dans ce que vous évoquiez tous les deux, vous avez contourné le problème on a besoin quand même de conflits pour faire avancer, pour écrire une histoire,
en créant justement une société, enfin une base qui est mauvaise et en justement imaginant ce qui pourrait être mieux et comment améliorer les choses au final. Enfin, de ce que vous décriviez, je trouvais que c'était... Il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Effectivement, pour écrire Résolution, je suis partie du présent que j'ai extrapolé vers la dystopie. Et après, j'ai essayé de m'interroger, moi, au fond de mon cœur, de mes valeurs, qu'est-ce qui était l'utopie? Parce qu'effectivement, elle est différente pour nous tous. D'ailleurs, Owen, le personnage principal, à un moment donné, a écrit l'utopie des uns et la dystopie des autres et inversement. Enfin, et c'est vraiment partir du présent, extrapoler sur les réseaux sociaux, sur l'intelligence artificielle, sur notre relation les uns aux autres, qui passe par un média qui est le smartphone, la polarisation de la société, imaginer dans le mauvais sens, effectivement, et ensuite m'interroger au niveau des valeurs, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi une société utopique, tout en restant quand même dans le contexte plus global qui est un contexte plus ou moins dystopique. C'est un îlot d'utopie au sein d'une dystopie, en fait, Résolution. Mais le questionnement le plus profond, c'était sur mes valeurs. Qu'est-ce que c'est pour moi, personnellement, une société humaniste, une société qui respecte la dignité humanitaire. Oui, c'est exactement ça. On a besoin quand même d'éléments de friction pour intéresser le lecteur. Et donc, en effet, je pars d'une dystopie pour pouvoir, qui est évoquée, qui a un background en fait, pour pouvoir évoquer ensuite des possibilités de se reconstruire. Le héros rencontre une espèce de société civilicole où ça se passe plutôt bien, où il va peut-être s'inscrire, où il va trouver sa place. Mais est-ce que ce type de société convient à tout le monde? Est-ce que avoir sa place, c'est suffisant? Est-ce qu'on ne se sent pas des fois un destin plus grand, est-ce qu'on n'a pas envie d'être autre chose, de s'inscrire dans d'autres voies et qui du coup ne coïncident pas avec le groupe? Et donc il y a toutes ces questions qui font du coup l'adversité. Mais je pense qu'il y a besoin d'une adversité, de quelque chose. Sinon, lire un livre sur les forêts où tout va bien, l'intelligence des arbres, c'est un super bouquin. Voilà, c'est chouette, mais c'est pas peu de rebondissement. On apprend beaucoup de choses. Oui, dans Moana, comme c'est une trilogie, là vous avez le 1, mais il y a vraiment cette question d'un point de vue narratif concrètement. Bon voilà, Moana, elle est dans son qui est pas sympa, avec sa mémé, elle prenne la route. Et la première question, c'était la mémé, elle transmet tout. Sauf que c'est dur de vivre avec ce tout en disant que Moana, elle l'aura jamais. Donc il y a cette question, le côté dystopique, bon, voilà, c'est la catastrophe pour tout le monde, de toute façon il fait froid. Mais derrière, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la question de comment on va tout réorganiser de manière globale, c'est comment se posent certaines questions de fait. Donc là, par exemple, la question de la mémoire, de ce qu'on transmet dans ce cadre-là. Et puis on avance, on a grandi aussi, elle va rencontrer une société, le Cube, où ils se sont organisés, ils se sont planqués, et du coup c'est une utopie, bien, c'est une utopie. Sauf que on n'est pas seul, ils ne peuvent pas se débrouiller et vivre tout seuls tranquilles dans leur cube sans être impactés par les choix du reste de la planète. Et donc, Moana va continuer son périple et aller voir un petit peu, les vilains, entre guillemets. Ceux qui ont choisi un type de gouvernement beaucoup plus autoritaire. Et du coup, on va continuer à la suivre dans ce voyage vers l'idée que c'est pas si simple, évidemment. Et qu'elle-même, elle va découvrir qu'ils sont faits aussi en fonction de l'adversité, de ce qui se passait, et que peut-être ils ont, dans ce gouvernement qui est supposé néfaste pour la population, désespoir, cette volonté de dire en faisant des efforts maintenant, on va obtenir plus tard cette utopie dont on rêve, on a dans l'idée, et on justifie notre dictature par cet idéal. Donc en fait, le voyage,
permet dans Moana d'aller explorer les différents lieux, de voir qu'on ne peut pas les séparer finalement les uns des autres, on ne peut pas vivre complètement seul, on est impacté, un petit peu comme la question de la tempête qui arrive et qui va les obliger à réagir, même s'ils sont isolés, ils sont soumis aux mêmes aléas climatiques que le reste du monde. Ouais. Et du coup, le fait d'être dans la fiction, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. On est obligé, pour vous intéresser, de faire des rebondissements aussi. Et comme en effet, on ne peut pas raconter une histoire où tout se passe bien, c'est fun, sinon c'est un documentaire. Enfin, dans ce cas-là, on fait un traité politique, c'est autre chose. C'est aussi l'occasion d'explorer des hauts et des bas. Et je termine juste parce que moi, ce qui m'a frappé dernièrement en lisant Ada Palmer, il y a 3 tomes, on attend le dernier là. Ça se présente au début comme une utopie globale, tout va mieux sur la planète, et évidemment on dit qu'elle ne va pas tenir, en plus c'est énorme, et les bouquins, elle ne va pas tenir tout ce temps à nous dire que tout se passe bien, forcément. Et du coup, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on part de personnes, on part d'éléments, et au fur et à mesure, on comprend où est le verre dans le fruit. Et ça interroge en même temps, justement, ce qu'on aujourd'hui, des idéaux qu'on a. On dit, ah, si on réorganisait la société de cette manière-là, forcément, ce serait mieux. Et ben, elle nous pose, oui, alors, on a fait ça. Sauf qu'en fait, on se heurte à d'autres problèmes. C'est très, très intéressant. Merci. Oui, alors, pardon, du coup, je réfléchissais à Ada Palmer, que je trouve un livre très intéressant, enfin, une œuvre, et je trouve qu'il y a des choses très fortes. Moi, je suis philosophe, mais il y a vraiment des choses qui m'ont fait réfléchir sur... on n'est pas juste dans le divertissement, mais en même temps, moi, j'ai trouvé ça... parce que tout à l'heure, tu disais, c'est pas un documentaire, enfin, on fait un documentaire, mais j'ai trouvé que c'était aussi... je le conseille vivement, mais je vous préviens, si vous êtes appâté, je trouvais ça assez difficile à lire aussi, parce qu'il y a, je ne sais pas s'il y a un côté didactique, la façon d'organiser les chapitres, il y a quelque chose de voilà, c'est pas easy. Et quand tu disais aussi c'est un documentaire, mais justement Thomas More, l'Utopie, je me souviens plus exactement, mais je crois pas qu'il y ait d'histoire en fait. Il raconte comment ces choses qu'il est arrivé dans une société idéale, et puis il raconte, mais il n'y a pas de péripéties en fait. Après, ça c'est vraiment les débuts. Et puis c'est l'époque aussi de ça, de cette espèce de en fait, c'est une lettre aussi comme un récit de voyage. Donc en fait, ce qui est intéressant et ce qui fait la péripétie, c'est d'arriver de l'extérieur et de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas et être étonné par tout et un peu choqué par nos habitudes sur ce qui change. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, se poser commencer une œuvre dans une utopie où tout va bien, avec quelqu'un qui trouve ça bien que tout aille comme ça semble un peu impossible. Enfin, moi, ça me semble... C'est suspect, en fait. Oui, voilà, on verra forcément on est tout de suite dans un esprit qui semble être trop totalitaire, en fait, au départ. Ce que je trouve intéressant, finalement, c'est que il y a cette idée de voyage, parce que non, voilà, on découvre, mais dans Cyrano de Bergerac, dans Swift, finalement dans certains ouvrages de fantasy, on va découvrir une société où en SF, on va les découvrir sur une autre planète, une autre position. Il y a l'idée du voyage qui occasionne du coup le débat. Et finalement, toi, dans le débat, c'est ce que tu fais, c'est parce que le voyageur arrive dans la forêt, il va explorer, il va découvrir différentes possibilités, différentes choses. Et en fait, c'est pas seulement, souvent, ce n'est pas un seul lieu. Ou alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui vient d'un lieu pour aller vers un autre. Et c'est ce cheminement aussi, et même dans Résolution, en fait, en revenant en arrière sur toute l'histoire de Wen, on voit comment, et c'est très important, plus le voyage dans le livre aussi, comment elle arrive en Adelphi. Et même dans Chromatopia, encore une fois, il y a cette question de déplacement.
qui est très importante. On va voir pour essayer de comprendre. Et souvent, c'est ça, peut-être, enfin, il me semble que ça peut être un point commun de déplacement qui nous permet de découvrir. Et comme artifice narratif, ça marche pas mal si on a été si nombreux à le faire. Enfin, alors après, pour essayer quand même de parler des autres tables rondes, en la préparant, je m'étais dit, alors, il y a donc un rapprochement qui a été fait entre utopie et uchronie, on se déplace dans l'espace et on s'escalade dans le temps. Et je me suis posé la question, mais très très vite, est-ce qu'il y a des histoires qui sont à la fois des utopies et des uchronies? Et sur le coup, rien ne m'est venu, mais en fait, Chromatopia, d'une certaine façon, pourrait peut-être rentrer dans cette catégorie-là, puisque c'est à la fois une utopie au sens générique, hein, c'est-à-dire une société autre, et qui se passe dans un passé, dans un passé de l'humanité. Après, c'est pas une uchronie, je pense, au sens strict, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, l'uchronie, hein, donc c'est quelque chose qui est formé sur la même racine en fait que l'utopie. Topos en grec ça veut dire lieu, chronos ça veut dire temps, et donc l'uchronie c'est quelque chose, c'est des histoires qui se déplacent dans le temps comme les utopies sont censées se déplacer dans l'espace. Seulement en général, on raccroche, et c'est l'exemple que donnait tout au début du CAM avec le maître du Haut-Château, en général les uchronies sont basées sur l'idée qu'à un moment, il y a une bifurcation de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, enfin plutôt qui ne s'est pas passé comme ça s'est passé pour nous. Donc le truc paradigmatique, et c'est le cas du maître du Haut-Château, mais dans énormément d'histoires économiques, c'est les Allemands n'ont pas gagné la Seconde Guerre mondiale. Mais par exemple, un truc aussi assez classique, c'est Jésus-Christ. Cette année, ça s'est un petit peu passé autrement. Et voilà, et très souvent, les uchronies sont basées comme ça sur. Parce que c'est un jeu de l'esprit pour l'historien, en fait, ou amateur d'histoire, de mais si cet événement n'avait pas eu lieu, si Napoléon avait gagné ses guerres. Oui, c'est ça. Alors, en fait, là, j'ai un texte uchronique, parce que j'en ai fait un dans l'anthologie sur Napoléon qui est sorti chez Mnemos. Et en fait, ce qu'on m'avait demandé, c'était de faire un truc sur Napoléon. Uchronique. Ok. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est s'il était resté en place et qu'il avait pu continuer à développer son code civil, qu'est-ce qui se serait passé en fait. Donc du coup, j'ai développé à partir de ça tout un truc sur le petit peuple et les petits gens qui subissent un Napoléon qui serait resté au pouvoir. Pour vous donner un exemple là-dessus. Juste pour revenir un peu sur le maître du Haut-Château de Cali, effectivement, il imagine qu'est-ce qui serait passé si les Allemands avaient gagné la guerre et si les États-Unis étaient devenus une société un peu comme le Japon. Et en même temps, il existe un livre dans lequel les Américains, les Occidentaux ont gagné la guerre et ils reçoivent des bribes d'informations d'un autre univers dans lequel c'est notre univers en fait. Donc c'est un livre qui je trouve, est à la fois une uchronie, mais qui va encore plus loin, puisqu'il y a des univers imbriqués. Ouais. Après, sur l'uchronie, je trouve que vraiment c'est un exercice de pensée extrêmement intéressant. Et pour écrire Résolution, je me suis fait beaucoup de « et si », notamment « et si ». J'étais dans la dystopie, et en même temps que je pensais à la dystopie, je me disais « et si par exemple le 11 septembre n'avait pas eu lieu ?» Et si Al Gore avait été élu à la place de Bush? Et si, voilà, il y a plein de. Je trouve que c'est des exercices de pensée hyper intéressants, même pour ne pas écrire des chroniques, simplement pour aller vers l'utopie ou la dystopie. Pour rester dans l'Uchronie, pour donner des titres un peu, l'Uchronie, moi, qui m'a vraiment marqué, et qui m'a aussi beaucoup fait rire, c'est une Uchronie écrite par Moorcock. De tête, ça doit s'appeler Voici l'homme, ou je ne sais plus trop, vous retrouverez à Moorcock, où il reprend, c'est au-dessus de moi, et il reprend tout le background exact, historique, juste avant la naissance du Christ, et il va expliquer comment ce bonhomme est devenu ce qu'il était et d'où il vient vraiment. Là, c'est hallucinant.
N'hésitez pas si vous trouvez en bibliothèque. C'est un petit texte qui a été réédité, il n'est pas très bon, c'est la Talente, mais qui vaut vraiment le détour. Et c'est une chronique. Est-ce que, par rapport à ce que tu dis, Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Alors, moi, depuis quelques années, je fais des livres dont vous êtes le héros, donc des histoires interactives à chaud, etc. Donc forcément, l'Uchronie, c'est quelque chose qui me parle parce que du coup, on prend les rouages de l'histoire et on dévie un petit peu et on voit ce que ça donne. Mais je voudrais juste citer un jeu vidéo, parce qu'on n'en a pas trop parlé, je trouve que c'est un média très intéressant, qui s'appelle The Council, qui est un jeu vidéo français bordelais d'ailleurs, de Big Bad Wolf. Et il est hyper intéressant parce que c'est un jeu interactif avec énormément de choix possibles. Et ils ont fait le choix que je trouve génial de mettre ça, ça se passe sur une île pendant la Révolution française, donc une île au large de l'Angleterre. Et on se retrouve en fait pris dans en fait, il y a une espèce de secte, un peu comme les Illuminati, si vous voulez, qui gouvernent le monde avec des gens qui vivent plusieurs millénaires et qui sont là pour en fait influencer l'histoire. Et ils réunissent tous les décideurs politiques de cette époque, décideurs actuels et futurs, donc il y a notamment Napoléon le Jeune, il y a Washington, il y a plein de gens, et en fait ils les mettent autour d'une table et ils leur disent bon vous allez négocier entre vous et puis on va voir ce qui va se passer. Et nous, le joueur, selon les choix qu'on fait, en fait, on se rend compte qu'on est en train de jouer avec le futur de l'humanité. Par exemple, ne pas donner au Mexique, le Mexique ne donnerait pas, je crois que c'est la Floride à ce moment-là, aux États-Unis, enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que on fait des choix dans le jeu qui ont des répercussions sur ce qu'on connaît nous. Donc c'est une forme d'Uchronie, même si ça n'a pas vraiment d'importance au final dans la résolution du jeu. Je trouve que c'est une Uchronie vraiment poussée au fond parce que tous ces décideurs politiques sont là en même temps au même endroit, donc déjà ça c'est complètement impossible. Et nous en tant que joueurs, si on se trompe, on va changer le destin du Mexique, des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, enfin, très intéressant. C'est un espèce de G20 chronique. C'est ça. Ah, moi, ça me fait penser, ça me fait penser là, ce jeu vidéo que je ne connaissais pas, Au monde du fleuve de Philippe José Farmer, où il imagine que, pour une raison qu'on ignore au début et qui met un certain temps à découvrir, alors ça fait très très longtemps que je l'ai vu, donc je ne sais pas, 30 ans, donc, mais en gros, je ne sais plus si c'est toute l'humanité ou une partie de l'humanité, mais qui est ressuscitée en un endroit, des gens qui viennent d'époques totalement différentes et qui se retrouvent en interaction, un peu comme ce que vient de raconter Betty. Je t'en prie. Moi, c'était une réflexion plus globale en t'écoutant, parce que je me dis, alors, ce qui me poserait problème toujours dans l'Uchronie, c'est du coup, c'est très politique. Si on considère qu'il y a un tout petit détail qui peut changer plein de choses, ou une petite personne, une seule personne, c'est que c'est l'homme qui fait l'histoire et c'est ce truc-là qui aurait pu tout faire basculer. Et, bon, moi, c'est pas ma vision politique du monde, hein. Donc, il va y avoir aussi, il y a des uchronies comme ça, où on se dit c'est un détail qui va tout changer. Et puis, il y a des uchronies aussi qui disent, même si on change certains trucs, on va revenir de toute façon, d'une autre façon, à une situation similaire. Si ça n'avait pas été éclair, ça aurait été gris, par exemple, ou ce genre de choses que, de toute manière, il y a aussi tout un contexte sociopolitique qui fait que les choses arrivent et que ça ne tient pas à une personne ou à un fait. Voilà, s'il n'y avait pas eu l'assassinat en Bosnie-Herzégovine de l'archiduc, pour autant, 14-18 aurait eu lieu quand même. D'une autre manière, de toute façon, ça se préparait depuis des années, concrètement, on le sait. La fameuse hypothèse de l'accident de Poussette Hitler, de toute façon, Hitler, c'est le résultat de tout un contexte économique, culturel, de la Première Guerre mondiale. Donc, même si Hitler avait eu cet accident de Poussette, ou s'il avait été plus gros tard,
j'avais très mal pris de ne pas pouvoir faire une carrière de peintre, il y aura certainement quelqu'un d'autre qui aura émergé. Donc c'est intéressant c'est peut-être un peu trop anthropocentré, mais c'est aussi intéressant de se poser ces questions et de se rendre compte que finalement ça peut arriver exactement au même endroit. Moi, je pense que j'aurais aimé, j'y songe, je ne l'ai pas encore fait, mais moi c'est des choses voilà, qui m'intéressent beaucoup, parce que comme je suis épistémologue, philosophe des sciences, l'histoire fait partie de mon domaine d'investigation. Et moi, l'un de mes rêves, je l'avais même proposé d'ailleurs à des collègues que vous connaissez peut-être, qui sont spécialistes du chronique, de faire des colloques d'histoire en fait, uchronique. Parce que en fait, aujourd'hui, l'histoire, c'est uniquement une science empirique. Enfin, voilà, qu'est-ce que font les historiens? Ils vont voir dans les archives, éventuellement ils interviewent des gens, et puis ils essayent de raconter ce qui s'est passé. Bon, je simplifie, je caricature, mais alors que moi j'avais l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant sur le plan scientifique à construire en réunissant des historiens de différentes spécialités autour d'une hypothèse. De dire voilà, imaginons que telle chose se soit passée. Alors, prenons peut-être un exemple un peu moins. Imaginons que, c'est peut-être trop technique là, mais que Mendel, l'inventeur des lois de la génétique, et Darwin, qui publie la même année, que la connexion entre les deux théories se soit faite au milieu du XIXe siècle. Elle ne s'est pas faite, elle s'est faite 50 ans plus tard. Voilà, quel impact ça aurait eu sur l'histoire des sciences? Est-ce qu'on aurait compris comment fonctionnait je sais pas, l'ADN, etc. Plutôt, voilà, donc, juste introduire une petite hypothèse et après, à partir de cette petite hypothèse, enfin, c'est ce que font les auteurs de science-fiction en fait, mais ils le font, disons, de façon artistique. Alors je pense qu'il y a un espace possible pour quelque chose qui pourrait être sérieux, enfin, non, il ne faut pas dire ça comme ça, qui pourrait être scientifique. Voilà, qui pourrait être entre la science-fiction et la science, qui pourrait être l'objet d'une investigation qui pourrait être considérée comme rationnelle. Je vous en prie. Regarde. Alors, c'était un faux pas. Si, non, mais c'était un faux pas. Je voulais rebondir sur ce. Alors, c'est pas mon cas, mais quand certains auteurs se lancent dans un travail de SF, dans un travail de fantaisie, un travail d'écriture pour la littérature en général, il y a un travail de recherche, de préparation qui est monstrueux. Donc dire que c'est juste artistique, là, il va y avoir de gros problèmes et ça n'est pas vrai. Donc moi, voilà, j'ai écrit 2 romans, je suis un mini-écrivain, mais je commence à connaître les gens qui m'entourent et au fur et à mesure des discussions, je me rends compte que pour certains, ce travail, c'est un travail d'historien, de journaliste, de chercheur, pour donner 300-400 pages des fois. Mais c'est un travail scientifique. C'est vraiment un travail très pointu. Alors, Sylvain, moi, c'est souvent que j'interroge les scientifiques pour savoir si ce que j'ai écrit, c'est pas complètement à côté de la plaque. C'est souvent que j'ai cette démarche d'aller chercher l'information. Donc, je comprends ce que tu dis parce que moi-même, je travaillais dans la pharmacie, donc voilà, je vois où on est, mais c'est vrai que il existe un axe qu'on appelle art-science, où en fait, en tant qu'artiste, et surtout en science-fiction, on se nourrit des sciences. Moi j'adore les sciences, que ce soit sociales ou les sciences qu'on appelle plus dures. On se nourrit des sciences, après oui, notre regard il n'est pas le même. On ne cherche pas une vérité scientifique, on recherche peut-être une vérité plus humaine. C'est là où est vraiment la vérité émotionnelle, une vérité plus humaine. C'est comme on est peut-être multidifférents. Mais en science-fiction, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle science-fiction, il y a un rapport à la science qui pour moi est vraiment évident. Je suis bien sûr tout à fait d'accord.
sur le côté histoire, parce que moi j'ai vu beaucoup de fiction historique, et là où, du coup je suis sur des tableaux avec des historiens, et là où on se rejoint en fait, c'est que quand un historien il va se demander, il va partir sur une recherche sur, au 16e, il va aller explorer le quotidien des gens, il va être d'abord sur des hypothèses. Parce que s'il ne sait pas, il va partir d'indices précis, peut-être, ils ont trouvé des restes de nourriture, ou ils ont trouvé un vêtement, et à partir de là, ils vont émettre des hypothèses pour imaginer la forme du vêtement à partir de ce bout qui reste, ou à partir des restes de nourriture, qu'est-ce qu'ils ont pu manger, parce qu'il y a des choses qui ont disparu, et il reste un bout d'os, mais c'était quand à la base, comment il était cuisiné le poulet. Et du coup, nous, on fait la même chose quand on fait de la fiction historique. Parce qu'on est obligé de se demander, le personnage il a mangé quoi, il a mangé un poulet à la crème ou et c'est important en fait pour que ce soit réaliste, pour que ce soit intéressant. Et moi en plus c'est ce qui m'intéresse, c'est comment vivaient vraiment les gens. Pas les princes et les princesses et pas les héros de guerre. Quand je fais de la fiction historique, surtout pour la jeunesse, moi j'ai envie de parler des gens comme nous. Voilà. Et donc là-dessus on se rejoint avec les historiens. Sur ce côté, on fait des hypothèses, sauf que après il va falloir qu'ils soient vachement plus sérieux. Et moi j'attends qu'ils aient leur conclusion pour pas dire de bêtises. Voilà. Et l'autre chose que tu disais sur les recherches, même quand il s'agit de faire, et en particulier pour faire une utopie, moi je suis en train de préparer quelque chose et ça fait un moment, du coup j'arrête pas de bouquiner plein de choses, de lire André Gorz, de lire Jacques Ellul, de lire Ulysse, de lire toutes ces hypothèses et toutes ces possibilités de réflexion sur comment on pourrait construire les choses autrement, comment écologiquement il faudrait qu'on réfléchisse à un certain nombre de choses. On lit, en plus on partage beaucoup avec Gauthier sur ces choses-là. On ne va pas du tout en faire les mêmes choses. Mais ça nous nourrit profondément en fait. Et ce qu'on va, et d'ailleurs je pense que c'est très intéressant de se dire justement à partir de ces lectures communes, on ne va pas choisir le même angle, on ne va pas faire la même chose. Donc on se base. Et c'est pas seulement cette question de. C'est là peut-être qu'on parle d'art, c'est qu'est-ce qu'on va tirer de tout ça. Là où le scientifique il va essayer d'être exhaustif et de présenter bien son sujet, nous on va starter toute la bibliographie et à la fin on va vous parler juste d'un truc en fait. Ok, merci beaucoup. Bon, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ce qu'il faudrait qu'on donne un tout petit peu la parole. Allez juste regarder un film de discussion sur une œuvre de art science. Vous verrez qu'ils sont en train de se bagarrer sur des trucs. Moi, je ne comprends pas. Mais ceux qui auront lu l'œuvre, ce roman de SF, souvent ils sont extrêmement pointus. Certains sont de la partie, ils sont des physiciens, et ils sont en train de se poser des questions super pointues. Et l'auteur, il n'a pas intérêt à faire un vrai travail. Et souvent, ils ne le font pas, ils ne se font pas. Donc, bon. Alors, merci beaucoup. Donc, désolé, on s'est un petit peu emballé là dans le débat. Et du coup, il faut dire qu'il y avait beaucoup de sujets en un. Mais alors, est-ce que quelqu'un lève la main? Je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour vos échanges. N'hésite pas à parler, quoi. Ouais, ok. Donc, j'aurais une question que j'aimerais bien vous soumettre et qui a été un peu évoquée. Volontairement, j'ai utilisé des mots un peu confus, mais je voulais savoir si on s'était pas laissé convaincre par les outils de communication des dernières décennies que, en fait, aujourd'hui, on ne peut plus rêver que du pire et on cauchemarde du mieux. Que le cauchemar, on essaie de l'esquiver et que le rêve, on essaye forcément d'aller vers lui. Et aujourd'hui, pour les évoquer, on n'arrive plus aujourd'hui à écrire une histoire d'utopie. Et du coup, je me demande si l'utopie peut devenir un cauchemar et justement la dystopie est un rêve. C'est très avoir une réponse toute faite, mais il y a des rêves dans le cauchemar et des cauchemars dans le rêve en général. Et effectivement, quand on est dans une société qui nous vend des choses qui sont censées nous faire rêver, et parfois, non, en fait, c'est pas. On essaye de nous imposer des rêves, et comme il y a cette volonté un peu marketée, un peu, si on parle de la société d'aujourd'hui, des réseaux sociaux, voilà, on est ciblé par des tas de
de publicité qu'on reçoit sans même s'en rendre compte. On nous impose des rêves, et nous impose des rêves, ça ressemble un peu à un cauchemar quand même. Enfin, la réponse vient spontanément. Moi, je vais avoir une réponse assez simple. On vit dans une société qui est à la fois capitaliste et patriarcale, et tout est fait par les personnes en place qui profitent de ce système-là pour nous maintenir là-dedans. Donc forcément, tant qu'on nous dira que la seule société possible, elle est capitaliste et qu'il faut continuer à produire et consommer, on peut qu'aller vers la dystopie et oui, c'est certain, puisque les autres mondes possibles sont des mondes qui font peur à ceux qui ont le pouvoir actuellement et l'argent actuellement. Donc oui, effectivement. Moi, je suis encore plus cynique. En fait, par exemple, on voit par rapport à l'écologie. Le capital, il se nourrit de tout. Donc, si jamais ça se vend bien l'écologie, si jamais ça se vend bien la décroissance, le capital, il va nous faire croire que, il est décroissant et écolo. Et on va l'acheter, ce rêve-là. Donc, après tout, c'est pareil. On est quand même nourri aussi de ce qu'on projette. Parce que ce qu'on projette, si on arrive à nous vendre, c'est intéressant, ça va faire du blé. Donc on achète maintenant, on est en train de payer, ça c'est un truc dingo quoi. Pour qu'il y ait moins d'invendus, parce que les invendus c'est pas bien de jeter de la bouffe à la poubelle, hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui meurent de faim et tout, du coup on va nous vendre des invendus et on va être hyper content et ça va nous déculpabiliser. Mais en fait, on devrait les donner. C'est débile. Voilà, on va payer pour nos déchets. Les déchets, après, ils les revendent très cher. Mon mari est de la partie, il me dit, mais les déchets, ça vaut de l'or. Ben, on va payer pour se débarrasser des déchets et en plus, on va trouver ça vachement bien. Il faut toujours chercher le truc. En effet, il y a toujours du rêve dans le cauchemar et du cauchemar dans le rêve, je trouve, dans cette société. Je suis très cynique. Alors, 100% avec vous, mais à partir du moment où on se dit qu'il vaut mieux travailler 100 heures pour, je sais pas, on va dire c'est 100, pour pouvoir s'acheter un vélo électrique, une bagnole, quelque chose, plutôt que de passer 100 heures à se déplacer et que ça c'est gratuit, voilà. Certains ont fait le calcul, hein. Ça revient au même, c'est Illich, c'est fabuleux, allez voir. Finalement, on passe autant de temps à produire de la richesse pour avoir des moyens de se déplacer, et si on l'avait fait à pattes, finalement on n'y aurait passé autant de temps. Donc, oui, on ne vend pas du rêve, et du coup nous-mêmes on a du mal à s'en sortir. Hein. On est bien désolé, mais on ne vend pas toujours du rêve. Alors, une dernière question. Du coup, on va réussir à finir à l'heure. Merci beaucoup aux intervenants.